Salut, les temps-ci où on pense que tous les Camerounais devraient avoir peur de se prononcer, eh bien, beaucoup de personnes regardent leur confiance. Par exemple, Aimé Saïdou, répondant aux questions de Balafon, mais le gars a fait une satire du rôle que Atan Gandhi joue. Et moi, quand j'ai suivi ça, j'ai dit, ben, ce type, il n'a pas vraiment peur de sa vie, hein. Écoutez ce qu'il dit. La société civile et Messadou, bonjour. Bonjour madame, bonjour à tous les auditeurs de Balafon Radio. L'actualité, c'est également ces violences post-électorales et Messadou, le ministre de l'administration territoriale pour la Tangandji, fait le tour pour évaluer les dégâts avec au passage des libérations. Pensez-vous que ça rentre dans les gestes d'apaisement? Je ris un peu des fois quand je vois un certain nombre de comportements, d'attitudes des personnes qui gèrent le Cameroun. On ne peut pas être un pyromane et on vient faire le pompier. Qui est la cause de tous les remous que le Cameroun vit aujourd'hui? Vous ne pouvez pas avoir un membre du gouvernement, un ministre de cette envergure. L'administration territoriale, c'est quand même l'un des plus gros ministères au Cameroun, qui s'auto-proclame, s'auto-définit comme étant le Moulinex. Est-ce qu'il est allé mouliner les gens avec la tournée qu'il est en train de faire, ou alors il est sincère dans ce qu'il fait? Mais selon l'attitude qu'il a toujours eue vis-à-vis des Camerounais, nous pensons qu'il n'y a aucune sincérité dans ses gestes. C'est juste de la roublardise politique une fois de plus. C'est du marketing politique de bas étage. On ne peut pas mettre les Camerounais, on ne peut pas mettre le Cameroun dans une situation dans laquelle nous sommes en ce moment et venir comme ça dire on fait le tour pour apaiser. Je lis de gauche à droite, on libère des mineurs à gauche, on libère des mineurs à droite. Tout ceci dénote d'une certaine inconstance du RDPC et puis des dirigeants du Cameroun. Mais d'un autre côté, il y a cette actualité, notamment Issa Chiroma Bakary, qui a donné 48 heures au régime pour libérer ce qu'il pense être des prisonniers politiques. Croyez-vous qu'on peut faire un lien avec ces différentes descentes du ministre Paul Atangandji? En fait, je ne sais pas s'il peut y avoir un lien qui devrait être fait. Issa Chiroma a décidé qu'il est le président, certainement parce que les urnes, il y a les urnes et puis il y a de l'autre côté le Conseil constitutionnel et les CAM. Donc maintenant, est-ce que c'est le hasard du calendrier que Issa Chiroma donne 48 heures et que juste après, M. Atangandji se met en branle, ou alors est-ce que M. Atangandji avait programmé de descendre sur le terrain aux fins, entre guillemets, d'apaiser? Vous ne pouvez pas traiter les Camerounais comme des animaux, traiter des hommes politiques qui sont candidats à la présidentielle comme des enfants, des gamins. Vous leur parlez comme si vous parliez aux gamins. Chaque fois que vous ouvrez la bouche, c'est pour menacer les Camerounais. Aujourd'hui, Issa Chiroma a donné 48 heures. Les 48 heures, je crois, sont écoulées hier. Oui. Bon, maintenant, quelle est la conséquence des 48 heures de Issa Chiroma? Est-ce que c'est ce qui fait que M. Atangandji, connaissant l'esprit de M. Atangandji, je suis convaincu que c'est tout à fait un hasard que M. Atangandji se retrouve en train de faire le tour du Cameroun pour, entre guillemets, apaiser, tromper une fois de plus, parce que on ne peut pas vivre de tromperie, on ne peut pas vivre de mensonges, on ne peut pas vivre d'iniquité telle que ça se passe. Et on a l'espoir ou l'espérance que les Camerounais ne vont pas pardonner, ou du moins le pardon sera difficile. La personne qui va remplacer le président Biya, ça va arriver de manière inévitable, parce que les gens vivent dans une espèce d'idée que M. Biya, c'est un messie politique. Le messianisme politique, j'y crois pas. Déjà, même le messie, j'y crois même pas. Donc en politique, c'est encore plus grave. On ne peut pas. Je pense que le prochain président il aura fort à faire pour restituer aux Camerounais cette espèce de cohésion. Je dis restituer parce qu'on leur a volé leur cohésion. Remettre les Camerounais sur le chemin du bien vivre ensemble. Parce que c'est des mots creux aujourd'hui, le vivre ensemble. C'est des concepts qui sont utilisés pour tromper les Camerounais. Ils mettent le feu à gauche et puis ils disent aux Camerounais à droite, non, on veut la paix, on ne veut pas de X, on ne veut pas de Y. Si les gouvernants avaient bien géré, avaient bien manœuvré, avaient bien managé, je pense que les Camerounais ne seraient pas dans la situation dans laquelle ils sont. Issa Chiroma est arrivé comme un météore et a un peu profité de la colère des Camerounais. Les Camerounais sont très en colère depuis quelques temps. Maintenant, on s'est retrouvé dans une situation où des évêques ont dit on veut notre bon diable, les Camerounais ont dit tiens, voilà, il y avait 11 candidats. Mais la personne qui répondait le mieux aux aspirations ou aux désirata des Camerounais s'est retrouvée être Issa Chiroma. Qu'il soit bon, qu'il soit mauvais, tout ce qu'on veut, il y a le peuple du changement derrière qui a dit bon, c'est lui, on va mettre nos espoirs derrière ce monsieur. Est-ce que monsieur Issa est capable de dire aux Camerounais de descendre et ils descendent réellement? Ou alors les Camerounais seuls décident de descendre? Est-ce que les 48 heures de Issa, c'est du bluff politique ou c'est de la réalité? Aujourd'hui, nous sommes au 3e jour. On va voir les conséquences. Mais entre-temps, je considère que M. Atangandji n'est pas capable. M. Atangandji n'est pas le mieux placé pour descendre et dire aux Camerounais, calmez-vous. Parce que toute cette situation, elle vient en partie de l'attitude de M. Atangandji et des autres dirigeants du parti qui gère le Cameroun. Vous êtes de la société civile, Aimé Sadou. Comment la société civile, de façon générale, analyse-t-elle la gestion de cette période post-électorale par les institutions en place? Quels sont, selon vous, les principaux points de blocage? Parce que le ministre descend, vous estimez que ce n'est pas suffisant. À quel niveau est-ce que ça bloque, Aimé Sadou? En réalité, il faudrait que le président de la République retrouve toute son autonomie. Parce que nous pensons que le Cameroun, en ce moment, est géré par embuscade et le Cameroun est géré par procuration. Il y a de grandes mesures qui devraient être prises immédiatement si on considère que M. Biya a encore la main sur les institutions. On a vu le ministre de l'Enseignement supérieur qui, au lendemain du discours de Biya, a demandé à sortir un communiqué dans lequel il disait « Nous allons acter
l'une des promesses d'investiture du président, de relancer les écoles doctorales, de relancer les concours à l'école normale. Bon, on a vu le ministre du Commerce qui a sorti un communiqué dans lequel il invite les jeunes Camerounais à s'inscrire dans le processus d'import-export. Mais nous, on rigole un peu parce que pourquoi il faut attendre des situations de conflit, des situations de désagrégation sociale pour commencer à prendre, entre guillemets, des mesures d'urgence. Le ministre du Commerce vient de tromper les Camerounais une fois de plus. Vous ne pouvez pas aller vous inscrire au fichier des importateurs-exportateurs sans avoir créé une entreprise au préalable. Ils ne disent pas aux Camerounais. Il faut dire aux Camerounais quel est tout le processus. Il faut dire, créer une entreprise, ça coûte tant. Maintenant, pour avoir la licence d'import-export, c'est 25 000, ils ont expliqué un peu, mais sauf qu'il y a tellement de conditions. Dans le communiqué, on dit, on va faciliter, j'ai donné les instructions pour qu'on facilite, mais en même temps, quand vous lisez toutes les mesures qu'il faut pour obtenir, toute la documentation pour obtenir les licences en question, mais c'est du leurre politique. Les décisions que nous voulons, c'est des décisions qui ont un impact réel sur la vie des Camerounais. La ménagère, le type qui touche le SMIC de X, alors que le train de vie de l'État, le nombre exhaustif des ministres, des choses comme ça, les gens disent, on veut plus ce code électoral. Décider ils sont à l'Assemblée nationale en ce moment, proposer, il y a plein d'hommes politiques comme l'UDC, le monsieur Damvua qui avait proposé une réforme de la Constitution, une réforme du code électoral. Voilà des mesures qui sont à l'Assemblée nationale en ce moment. Il y a plein de propositions de loi qui pourraient faire que les Camerounais se calment. Il y a la dissolution de certains ministères, il y a 1 ou 2 ou 3 ou 4 ou 10 ministres que nous savons qui sont à la porte de la prison. Ça pourrait calmer les Camerounais, même si c'est de l'esbrouf politique. Les Camerounais ont besoin d'être apaisés. Les Camerounais veulent voir leur président leur parler. Le président a fait un discours politicien à l'Assemblée nationale. Il faut qu'il fasse un discours de vrais politiciens avec une vision pour calmer le cœur des Camerounais. Jusqu'aujourd'hui, les discours sont creux. À Tanganyika, à Ngaoundéré, regardez déjà l'aéroport dans lequel il vient atterrir. Un pays normal a un aéroport comme celui-là, le Cameroun. Et ça ne leur dit rien à ces gens. Vous pensez que les gens continuent d'être en colère, tel que vous l'avez dit. Les gens continuent d'être en colère parce qu'en vérité, ça gronde dans les tanières. Ça fait 2, 3, 4 ans qu'on dit à ces gens, ça gronde dans les tanières, les Camerounais ne sont pas contents. Mais ces gens sont hautains et n'écoutent personne. Le président fait un discours, il dit, je vous ai compris, parce qu'il a pris la mesure de la colère des Camerounais déjà par rapport à son score. C'est un score depuis des années, on n'a pas vu le RDPC avoir 53%. Et même, selon certaines indiscrétions, ils sont arrivés à ce niveau parce qu'il y a eu beaucoup de manipulation. Et c'est pour ça que le peuple n'est pas content. Le peuple n'est pas content parce qu'il estime qu'on lui a volé sa victoire. Le peuple n'est pas content parce qu'il estime qu'il a été dans les bureaux de vote. Au-delà d'avoir été dans les bureaux de vote ou pas, nous pensons que le rôle de l'État, s'il était véritablement indépendant, aurait été de porter sur lui les résultats par rapport aux candidats qui n'avaient pas un représentant. C'est la loi qui le dit. On n'invente rien. Pourquoi est-ce que les gens veulent continuer à traiter les Camerounais comme des enfants? On dit que les Camerounais sont descendus dans la rue parce qu'ils sont manipulés. Ça n'a rien à voir. Un monsieur qui a faim, à un moment donné, il décide. Vous voyez d'ailleurs comment pendant les casses, on casse des boutiques, on prend des bouteilles de gaz. C'est la pauvreté dans la tête. C'est la pauvreté matérielle et c'est la pauvreté spirituelle. Et qui en est la cause? Une fois de plus, c'est les gestionnaires de ce pays. Si on vous comprend bien, tout ceci explique notamment, selon vous, la persistance, l'approfondissement même de cette crise de confiance entre une partie des Camerounais et l'État du Cameroun. Mais il y a aussi cette rumeur qui a circulé, notamment cette proposition de révision du code, de la révision du code électoral, de la Constitution aussi. Ça a été lancé sur les réseaux sociaux. Selon vous, serait-ce une méthode pour essayer de voir comment les Camerounais vont réagir, ou alors il s'agit simplement, comme on l'évoquait hier avec Emmanuel Coco, Jean Pochouniat et Charles Douglas Ndemba, d'un fake? En vérité, la révision de la Constitution fait partie des stratégies qui sont mises en place depuis un moment par les gouvernants pour... j'appelle cela la dupérie politique. Parce qu'on ne peut pas être dans un système où depuis des années, les gens crient, les hommes politiques crient, la société civile crie. Le peuple même qui parfois ne comprend rien aux affaires de la politique se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Les Camerounais sont très intelligents. Même s'ils ne sont pas intéressés à la politique, les Camerounais sont quand même assez intelligents. Ils peuvent comprendre des choses qui leur paraissent mystifiées, parce qu'on mystifie tout dans ce pays. Bien évidemment, nous sommes au courant que la Constitution devrait ou va être modifiée, mais quand on lit déjà par rapport même au code électoral sur les députés, mais c'est une catastrophe. On limite l'âge de député à 65 ans, depuis quand dans un pays, mais vous pouvez être un homme politique à 70 ans, c'est pas le métier de politicien n'a pas d'âge, même à 80 ans, vous pouvez être, tant que vous pouvez, surtout des députés ou conseillers. Vous n'avez pas les mêmes charges qu'un chef de l'État. Un chef de l'État à 85 ans ou à 90, ça devient un peu compliqué parce que vous avez toute la charge du pays sur le dos. Mais un conseiller municipal, c'est local. Il connaît bien ses populations. J'entends dire qu'il faille des diplômes pour être conseiller. Ça n'a aucun sens. La politique n'a pas besoin de tout ça. On a vu Ronald Reagan qui était président des États-Unis, qui n'avait pas de diplôme véritablement, il était acteur de cinéma. On n'a pas besoin de tout ça en réalité. Tout ça, c'est de la tromperie. On nous parle d'un vice-président qui serait de la partie anglaise du Cameroun, parce que la partie française a déjà le président, a peut-être le premier ministre, enfin, puisqu'on voudrait, entre guillemets, enlever le premier ministère. Mais nous, on veut voir ça de manière concrète. Nous voulons que ce soit le peuple qui décide. Aujourd'hui, le peuple ne décide pas. Les représentants du peuple à l'Assemblée nationale sont tous dans la tromperie politique.
puisque la majorité, c'est le RDPC, et donc cette association qui gère le Cameroun. Donc, ils sont dans ce qu'ils appellent, la cohésion ou la discipline du parti. Donc, quand une loi doit passer, on oblige tous les députés de cette association à aller dans le même sens, même si dans ces députés, il y a quelques-uns qui disent parfois que non, ça ne peut pas aller pour le peuple. Mais ils font tout pour énerver le peuple. Moi, j'ai lu hier, on m'a envoyé des propositions de loi sur la vice-présidence, on m'a envoyé des sur... bon, je le lis comme tout le monde. Est-ce que c'est réel ou est-ce que c'est juste pour autant? Parce que en politique, et souvent même de manière sociologique, on envoie des informations pour voir la réaction, comme vous l'avez d'ailleurs dit, du peuple et des populations. Et nous sommes complètement contre certains articles dans ce que nous avons lu. Maintenant, est-ce que c'est des faits? Est-ce que c'est la réalité? Est-ce que les députés RDPC qui ont la majorité à l'Assemblée auront la conscience collective, la conscience patriote, la conscience sociale assez élevée pour dire non, il y a des choses là qui ne peuvent pas passer? Ou est-ce qu'une fois de plus, parce que l'argent circule à chaque session parlementaire, ils vont tomber dans l'esbrouf politique? On attend de voir si c'est un fait ou si c'est la réalité. Quand la session parlementaire sera terminée, est-ce que les projets de loi qui auront été proposés, est-ce qu'ils seront réels, ce qu'on a vu sur le net, ou est-ce que c'est juste des faits qu'on ne sait pas, on attend, on verra. On va sortir par là, Aimé Sadou. Beaucoup ont trouvé que les Camerounais, du moins certains, ont envoyé un message clair au régime en place. À quoi doit-on s'attendre immédiatement? Le chef de l'État a prêté serment, ça va faire une semaine. À quoi doit-on s'attendre immédiatement, en dehors, naturellement, d'un gouvernement pour certains? Le message a été clair, mais sauf que, est-ce que le message a été compris? Parce que le fait que les Camerounais soient descendus en masse dans les bureaux de vote, voter et ensuite surveiller leur vote, est-ce que les gens de Yaoundé ont la conscience assez élevée, ont l'intelligence intellectuelle nécessaire pour être honnêtes et comprendre les choses et les enjeux? Je dis encore une fois de plus, le président, au-delà de son discours d'investiture, qui est un discours politicien, doit nous faire un vrai discours de politique générale de ce que le Cameroun devrait être, avec des faits concrets. Parce que j'ai fait une analyse de ce discours, d'ailleurs, et j'ai comparé à 2011, 2004, 2018, et il y a beaucoup de promesses dedans qui n'ont jamais été tenues. Moi, je pense que la parole, un grand homme, c'est sa parole. Quand vous dites en politique, je vais faire X, il faut que vous le fassiez. Mais quand vous regardez les promesses faites en 2011, 2018, et qui reviennent en 2025, on se demande bien, maintenant, quelles sont les mesures qui devraient être prises? Moi, j'ai entendu des gens sur un plateau de télévision dimanche dire, le temps appartient au président. Non, le président n'est pas notre patron. Le patron du Cameroun, c'est le peuple. Et le peuple dit, on ne veut plus de ce système. Le président doit prendre de grandes mesures pour briser le système. C'est un système que lui-même a créé, puisque certains disent qu'ils sont ses créatures. Il est le créateur, au-dessus de Dieu, il est devenu un créateur, les autres sont ses créatures. Si le président ne prend pas la pleine mesure des revendications des Camerounais, qui lui envoient un message sérieux sur leur colère, leur désarroi surtout, je veux dire qu'on va aller vers un clash terrible. Le Cameroun va courir vers le chaos. Si Yaoundé ne prend pas la mesure de la colère des Camerounais et qu'on continue à nous servir des discours, des sorties politiciennes, parce que le voyage de ce monsieur, c'est un discours politicien à travers le Cameroun, c'est une attitude politicienne. Le président doit prendre de vraies mesures sur le coût de la vie, sur l'équité et sur la justice sociale. Sinon, il n'y aura pas de paix. La seule chose qui nous faille au Cameroun aujourd'hui, pour que les Camerounais se calment, c'est qu'ils aient l'impression, dans les semaines qui suivent, que la justice sociale commence à être mise véritablement en exergue. Parce qu'on ne peut pas être fils de X, et on est pauvre, et on est fils de Y, on est dans le cercle de la richesse, et il y a deux poids, deux mesures, il n'y a pas d'équité. Les Camerounais se sentent frustrés parce qu'ils ne se sentent plus concernés par tout ce qui se passe. On ne peut pas engager dans un pays où le coût de la vie est très élevé, le SMIC est de 40 000, dans un pays où les impôts, tous les jours, on nous impose de nouvelles taxes. Et où est-ce qu'on va prendre de l'argent alors que les affaires ne marchent pas? Tous les jours, les droits de douane montent, la marchandise, les commerçants font exactement ce qu'ils veulent. Si le président ne reprend pas le Cameroun en main, ou du moins lui et ses collaborateurs qui ont foutu ce pays dans le bordel, les choses ne vont pas aller. Nous ne sommes pas pessimistes parce que nous sommes au Cameroun aujourd'hui encore là, parce qu'on croit que ce pays a un avenir et que ce pays peut avoir un autre avenir en réalité. Mais si ces gens de Yaoundé continuent d'être tels qu'ils sont hautains et méprisants, si le président continue à être dans son cocon et ne pas s'adresser au peuple avec les mots qu'il faut, c'est ce qui a fait qu'il s'assoit écouté parce qu'il a utilisé les mots que le peuple voulait entendre. Si le président bien ne prend pas toutes les mesures qu'il connaît d'ailleurs, parce qu'on le lui dit tous les jours, on ne va pas répéter tout le temps. Bon, c'est vrai que la répétition est la maîtresse de la connaissance. Cette connaissance, il a le président de la République. Il sait parfaitement, il a d'ailleurs dit dans son discours que j'ai vu ce que les jeunes, mais sauf qu'il avait dit aussi en 2011. Allez relire le discours du président de 2011, puisqu'il y a eu les émeutes de 2008. En 2011, il a dit les mêmes choses, les mêmes mots qu'en 2025, parce qu'il y a eu les émeutes et qu'il s'est rendu compte que les jeunes sont en colère. Il a fait des promesses qui n'ont pas été tenues. Aujourd'hui, en 2025, le peuple est encore en colère, on nous fait des promesses. Jamais le Cameroun n'a traversé une crise aussi dure après une élection. Souvent, le président a 80%, 85%. Jamais les Camerounais sont descendus dans la rue. Pourquoi le jour où il a 54%, les Camerounais sont fâchés? Ça n'a pas de sens. Il faut que les gens se regardent dans le miroir, se regardent vraiment dans le miroir et se disent qu'on est tous des Camerounais. On a droit dans ce pays, tous, à un certain bien-être et les choses vont aller. Et c'est une affaire de tous. Aimé Sadou, je rappelle que vous êtes membre de la société civile. Merci d'avoir accepté de répondre aux questions de Balafon ce matin. Merci de m'avoir invité, madame, et à très bientôt. À très bientôt. Camerounaises, Camerounais, mes chers compatriotes,
Au moment de prendre mes fonctions, je mesure pleinement la gravité de la situation que traverse notre pays. Je mesure le nombre et l'acuité des défis auxquels nous sommes confrontés. Je mesure la profondeur des frustrations, l'ampleur des attentes. Je mesure l'importance des responsabilités qui vont être celles du président de la République. Fin de citation. C'est par cette affirmation que le président Paul Biya a commencé son discours d'investiture le 6 novembre 2025 après les civilités d'usage. Mot pour mot, il a ainsi décrit le pays dont il prenait la tête pour la 8e fois. Jamais par le passé, il n'a commencé un discours par ce constat. Au contraire, il s'est souvent félicité du chemin parcouru avant de promettre de faire davantage. Ce même pays, Amadou Ahidjo, en quittant le pouvoir en 1982, le décrivait ainsi, je cite. S'il reste beaucoup à faire dans la grande et longue œuvre de construction de notre cher et beau pays, nous avons ensemble accompli après l'indépendance, la réunification et l'unification, des progrès considérables dans tous les domaines. Notre pays dispose d'atouts importants, l'unité nationale consolidée, des ressources nombreuses, variées et complémentaires, une économie en expansion continue, des finances saines, une justice sociale en amélioration, une population laborieuse et une jeunesse dynamique, des solides et fructueuses relations d'amitié et de coopération en Afrique et dans le monde. Fin de citation. Avant d'inviter toutes les Camerounaises et tous les Camerounais à accorder sans réserve leur confiance et à apporter leur concours à son successeur constitutionnel, M. Paul Biya. Il mérite la confiance de tous à l'intérieur et à l'extérieur du pays, disait-il. Ce dernier ne l'a pas démenti dans ses premiers discours. Au contraire, il n'a cessé de glorifier l'œuvre de construction de la nation par son prédécesseur, qualifié d'illustre, en promettant de ne point faillir dans la continuité. Le pays était alors sur le chemin du développement tout court, au point où le 22 mars 1986, le nouveau président disait fièrement que le Cameroun n'irait pas au Fonds monétaire international, sous-entendu que les caisses de l'État sont suffisamment fournies et l'économie prospère et que le pays n'a pas besoin d'aller s'endetter auprès de l'institution internationale. Dans son discours d'investiture le 6 novembre 1982, Paul Biya avait également reconnu que le pays dont il héritait était, je cite, un îlot de paix, d'unité, de stabilité, de justice et de progrès dans un monde aux prises avec les affres de l'instabilité, de la violence et de la pénurie. Fin de citation. 43 ans après son arrivée au pouvoir, le président de la République fait ainsi son bilan lui-même à l'entame de son discours d'investiture. Arrivé cette fois à commencer par le constat de la gravité de la situation que le pays traverse, du nombre et l'acuité des défis auxquels nous sommes confrontés, de la profondeur des frustrations et l'ampleur des attentes, est indicateur que quelque chose n'a pas marché. Sur le plan économique, le pays est devenu l'esclave du Fonds monétaire international et les finances de l'État sont gérées à partir de Bretton Woods à Washington, d'où viennent régulièrement des missions pour évaluer le Cameroun. C'est cette institution qui décide si l'État doit ouvrir ou fermer les concours de la fonction publique. C'est elle qui valide les dépenses même de souveraineté. Quand il lui plaît, elle classe le pays dans l'initiative pays pauvre très endetté et le met sous ajustement structurel, c'est-à-dire sous contrôle, comme un parent met son enfant immature sous surveillance financière pour l'empêcher de dépenser de l'argent dans les fêtes et le luxe au lieu de s'acheter des livres et du matériel d'atelier. Sur le plan sécuritaire, le pays fait face à de nombreux défis entre la crise anglophone à l'ouest, le Boko Haram au nord et les agressions en milieu urbain et ruraux. Sur le plan social, la tribu a pris le pas sur la nation. Le pays est désormais partitionné dans les actes et les faits. Les tribus se regardent en chiens de faïence et les rancœurs enflent. Le discours de haine est présent. Le vivre ensemble prôné dans les discours et dans la réalité de la méfiance ensemble. Toutes ces situations conjuguées ont effectivement créé des frustrations profondes, comme le reconnaît Paul Biya, à la suite desquelles, logiquement, il y a des attentes. Si on n'était pas en politique, on pouvait entrevoir des lueurs d'espoir dans le discours du président de la République. Il est généralement admis en effet que la prise de conscience de son sous-développement est un premier pas vers le développement ou que la prise de conscience qu'on est malade est un premier pas vers la guérison. Il y a des problèmes auxquels on n'apporte pas de solutions parce qu'on ne sait pas qu'ils existent. Et plus grave, on ne sait pas qu'on ne sait pas, on croit plutôt tout savoir. Les chefs d'État se trouvent souvent dans cette situation. Disposant des réseaux d'informations multiples, formels et informels, ils sont souvent inondés de tellement d'informations que l'information leur échappe. Ils se réveillent souvent trop tard. C'est ainsi qu'on explique aujourd'hui les attentats du 11 septembre 2001 aux États-Unis, où l'exécutif a quand même réussi à ne pas être au courant, malgré la renommée du FBI et de la CIA, présentées à l'époque comme des agences les plus renseignées du monde. Fier de disposer de tels réseaux d'infiltration et d'information, l'exécutif américain s'était alors enfermé dans sa bulle avec l'illusion de tout savoir, alors qu'il ignorait tout et ignorait qu'il ignorait. Si Paul Biya est finalement au courant que la situation est grave et qu'il y a des frustrations profondes au sein de la société, on devrait s'en réjouir, mais pas que. Il devrait agir.